Bonjour à toutes et à tous, je parle pas trop fort parce qu'il est tard et je nous mets une petite musique de relaxation parce que nous sommes dans une période de calme, de réflexion très puissante en ce moment dans le monde entier à propos bien sûr de l'esclavage monétaire, de l'endettement généralisé de tous les agents non bancaires, c'est-à-dire des États, des particuliers, des entreprises, des collectivités locales, des associations, par le secteur bancaire qui nous émet la monnaie en nous endettant. Voilà, bon, donc tout le monde, il y a plein de gens dans le monde, des millions de gens dans le monde qui commencent à comprendre ce système-là, qui commencent à comprendre que c'est un asservissement total de toute la population par un tout petit nombre de gens qui contrôlent un énorme système global, et donc ça bouge, il y a beaucoup de mouvements qui sont en train de prendre de la puissance dans le calme, il y a une espèce de force tranquille qui est en train de se mettre en place. Alors d'abord, dans un des plus grands pays du monde occidental, au Canada. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Rocco Galati, qui est avocat, c'est un avocat spécialisé vraiment dans les conflits, dans les procès avec les plus grandes institutions. Il a attaqué le gouvernement canadien plusieurs fois pour des questions d'extradition, pour des questions de non-respect de la loi, parce que, dit-il, les gouvernements, il arrive que des gouvernements ne respectent pas la loi. Et oui, et donc c'est à la justice, c'est aux juges de condamner les gouvernements et de les empêcher de dépasser leur rôle et de respecter les lois. Voilà, c'est la moindre des choses. Et donc ce monsieur, Rocco Galati, il attaque la Banque centrale du Canada, rien de moins, parce que celle-ci a abandonné, il y a quelques années, poussée par la Banque des règlements internationaux, la célèbre qui réside à Bâle, la très célèbre Bank of International Settlements, la banque centrale des banques centrales. Donc la Banque centrale du Canada a abandonné son privilège de financer l'État canadien avec des prêts à taux zéro. Pourquoi? Eh bien, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi la Banque centrale du Canada, qui est une banque publique, qui est une des très rares banques centrales du monde à être une banque publique, c'est-à-dire à appartenir véritablement à l'État, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres banques centrales, en particulier la Fed aux États-Unis, qui est une banque avec des actionnaires privés. Donc, ce monsieur Rocco Galati, il attaque la Banque centrale du Canada pour, on pourrait presque dire trahison, mais pour le fait d'avoir abandonné son privilège de créer la monnaie à taux zéro pour le gouvernement, et de s'être interdit de faire cela, et d'avoir transféré ce privilège de la création monétaire aux banques commerciales, aux banques privées, comme dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que ce sont les banques privées qui émettent de la monnaie de crédit, qui rajoutent des chiffres sur les comptes bancaires des clients et qui endettent tout le monde, les États, l'État lui-même, les collectivités locales, tout ce qui n'est pas des banques, en créant de la monnaie ex nihilo. Alors donc là, ça c'est le premier pays où il y a vraiment une action juridique contre une institution. C'est la première fois qu'on voit ça dans le monde entier, et je crois savoir, bon, on vérifiera les données, mais je crois savoir qu'en première instance, le COMER, c'est-à-dire le comité pour une réforme monétaire qui dirige toute cette opération-là et qui a employé M. Rocco Galati comme avocat, le COMER donc a gagné en première instance contre la Banque du Canada, et là je crois qu'ils en sont en appel. Donc il va falloir surveiller tout ça de très près, parce que peut-être qu'on peut faire la même chose dans tous les pays du monde. Le deuxième pays qui évidemment essaye de s'attaquer à ce monopole exorbitant de la création monétaire par les banques privées, c'est évidemment l'Angleterre, le Royaume-Uni, où nous avons nos amis de Positive Money qui depuis 5 ans maintenant, 6 ans presque, ont mis en place une proposition de loi. Ils ont réussi, si vous regardez les anciens mini-shows, ils ont réussi à convaincre un certain nombre de députés de faire un débat à l'Assemblée nationale anglaise, hein, à la Chambre des communes, à Big Ben, là vraiment au Parlement anglais. Ils ont réussi à organiser une discussion à propos des problèmes que la création monétaire occasionne sur l'ensemble de la société. Et donc il y a des arguments très forts pour que ce soit petit à petit l'État, par l'intermédiaire de la Banque centrale, qui crée de la monnaie à taux zéro pour la distribuer dans l'économie. Alors on va voir qu'il y a une troisième tentative qui est passionnante, c'est en Islande. Vous vous souvenez, les Islandais, c'est eux qui avaient refusé de payer leurs dettes et qui avaient mis des banques en faillite et même des banquiers en prison. Et donc là, ils ont lancé
Ce truc-là, là, c'est un énorme document, c'est un rapport qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Frosti Sigurjonsson, à la demande du Premier ministre d'Islande, et qui reprend exactement les propositions de Positive Money, qui dit voilà, ça ne tient pas debout, ça ne tient pas debout que ce ne soit pas que la monnaie, qui est un bien public, ne soit pas créée au service et dans l'intérêt du public. C'est une hérésie que la monnaie, qui est un bien qui peut servir à financer des choses qui servent à tout le monde, soit émise par des sociétés privées qui, évidemment, comme toute société privée, ne recherchent qu'à faire des bénéfices pour leurs actionnaires. Et donc orientent la monnaie pas du tout dans la direction qui conviendrait à une démocratie réelle. Voilà. Alors eux, ils disent, bon, il suffirait que la Banque centrale reprenne le privilège de l'émission monétaire à taux zéro et que cette monnaie soit injectée dans l'économie. Alors ils envisagent, les Islandais, toutes les possibilités possibles, toutes les possibilités imaginables. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de tellement important que ça doit être décidé démocratiquement. Comment on finance ? Qu'est-ce qu'on finance ? Qu'est-ce qu'on choisit de financer ? Et qu'est-ce qu'on choisit de ne pas financer ? Ce sont des choix complètement stratégique et très important. Pourquoi c'est très important ? Parce que tout simplement, c'est ce qui va construire le futur que dans un pays donné, dans une zone monétaire donnée, nous allons vivre. Le fait de financer ceci plutôt que cela, c'est le fait de choisir que dans le futur, il y ait ça qui existe et pas ça. C'est ça. C'est choisir le futur que le peuple, que la démocratie décide pour ses enfants et pour les enfants de ses enfants, pour vraiment le futur d'une société réelle. Donc c'est extrêmement important, c'est extrêmement stratégique. Et donc, ils disent, voilà, il suffirait, on pourrait par exemple demander à la Banque centrale, c'est ce que demande M. Galati pour les Canadiens, demander à la Banque centrale qu'elle émette de la monnaie et qu'elle finance les dépenses du gouvernement, par exemple. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais si les politiciens reprennent le contrôle de la monnaie, ils vont faire n'importe quoi. Oui, c'est vrai, c'est vraiment pas la meilleure solution. Mais bon, c'est ce que Roosevelt a fait dans le New Deal. Il a financé des routes et des ponts, puis au moins ça a fait travailler les gens, et la monnaie a percolé dans l'économie. Et ça a sorti tout le monde de la crise. Bon, c'est une solution c'est pas la meilleure solution, mais bon, ça serait déjà mieux que la prédation permanente qu'on a par la création de la monnaie d'endettement qui nous pompe la moitié de notre boulot, quoi. Alors, la deuxième solution, ça serait de réduire les taxes. Évidemment, si on émet de la monnaie, on peut soit augmenter les dépenses de l'État, soit réduire les taxes que l'État prélève, et donc il pourrait se financer autrement. Bon, là, c'est un peu moins évident, parce que si on réduit les taxes, ça réduit seulement les taxes des gens qui payent des impôts. C'est-à-dire que tous les pauvres qui payent pas d'impôts, ils voient pas la couleur de la monnaie. Donc, voilà, bon, ça se discute. Mais la liste est là. Après, c'est à nous, démocratiquement, peut-être par un référendum d'initiative citoyenne, de choisir comment on décide de financer notre propre futur. Voilà. Alors, on peut aussi dire que on peut donner la monnaie aux citoyens, sous réserve qu'ils paient leurs dettes d'abord. C'est la proposition de Steve Keen, Quantitative Easing for the People. C'est encore une autre proposition qui concerne le monde entier. Et puis là, les Islandais, ils disent on pourrait donner un bonus à tous les citoyens. On pourrait dire que tous les citoyens reçoivent leur part individuelle de monnaie. Libre à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Voilà, tout le catalogue est là, c'est pas compliqué. Alors, il y a encore une autre proposition. La quatrième proposition, enfin la cinquième si on compte le quantitative easing de Steve Keen, la cinquième proposition, c'est l'initiative monnaie pleine. Alors là, l'initiative monnaie pleine en Suisse, je peux vous dire que ça va faire du bruit, parce que ils ont besoin de 100 000 signatures, et ils en sont à combien ? Ils en sont là aujourd'hui à 58 139. Et il leur en faut 100 000 d'ici le mois de décembre. Et ils ont commencé je crois, l'année dernière, à peu près à cette époque-ci. Donc, c'est pas exclu qu'ils arrivent aux 100 000 signatures, et donc que l'initiative monnaie pleine soit votée en Suisse. Alors bon, les avantages, eux, ils font la liste, c'est pas compliqué. Le fait que ce soit la Banque centrale qui émette la monnaie, à taux zéro, au profit du pays, au profit des citoyens, au profit de la société réelle, de la société civile, ça veut dire que ce ne sont plus les banques privées qui émettent du crédit. Et intrinsèquement, structurellement et mathématiquement, ça supprime les cycles de bulles immobilières ou financières et donc de crises qui suivent juste derrière. Pourquoi ? Parce que quand la monnaie est injectée par le crédit, plus l'économie
est en croissance, plus les banques émettent du crédit, plus les gens empruntent, et quand l'économie est en récession, plus les banques coupent le crédit et moins les gens empruntent, plus les gens remboursent leur crédit existant. Ça veut dire que plus il y a des booms économiques, plus il y a de la monnaie qui arrive, plus il y a le boom économique qui augmente, et moins il y a plus il y a de la décroissance, plus il y a de la récession, moins il y a de monnaie, plus il y a de la récession, moins il y a de monnaie. Donc voilà, donc ne cherchez pas plus loin la raison que nous ayons une économie complètement bipolaire. C'est impossible de faire autrement quand la monnaie est créée par les émotions, par les sentiments des créateurs de monnaie qui, quand tout va bien, créent de la monnaie, quand tout va mal, n'en créent plus. Voilà, ça s'appelle des effets procycliques. Donc évidemment, le fait que la monnaie ne soit plus créée par le crédit bancaire des banques privées, mais par la monnaie réelle, la monnaie centrale de la banque centrale, à ce moment-là, la monnaie centrale afflue dans l'économie, quelles que soient les circonstances, et on peut même dire que la monnaie centrale peut être émise au début contre les cycles. C'est-à-dire que quand on est en récession, on injecte un petit peu plus de monnaie. Et puis si on voit que ça crée un boom économique, on ferme un petit peu le robinet juste avant. Mais là, c'est la banque centrale réellement qui contrôle la masse monétaire et donc qui contrôle le niveau de l'activité. Et donc au lieu d'avoir une courbe qui monte et qui descend, on peut avoir une courbe beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus plate et beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine de l'économie. Bon, alors bon, ils font la liste de tous les avantages, vous regarderez, initiativemonnaieplaine.ch, hein, c'est pas compliqué, et donc le gros intérêt, c'est donc qu'on supprime les crises, on supprime les bulles financières, et puis surtout, l'argent des citoyens n'est plus menacé de vaporisation en cas de faillite ou de faillite bancaire, et donc les banques ne peuvent plus menacer les États du risque systémique. Pourquoi ? Parce que l'argent, au lieu d'être sur le passif d'une banque privée, c'est-à-dire au lieu que l'argent ait été émis sous la forme d'une dette par la banque privée, et que donc cet argent soit à l'actif de l'emprunteur, à l'actif de la société civile, mais soit également au passif du secteur bancaire, si le secteur bancaire s'écroule, le passif du secteur bancaire s'évapore. Et donc il n'y a plus de monnaie dans l'économie. Donc ça, c'est un risque que les États ne peuvent pas prendre dans les circonstances actuelles. Or, si c'est la Banque centrale qui émet de la monnaie centrale et que c'est cette monnaie créée par la Banque centrale qui se retrouve sur les comptes des citoyens de la société civile, eh bien, la Banque centrale, elle ne peut pas faire faillite puisque c'est elle qui émet la monnaie centrale, la monnaie qui est garantie par l'État, par la force fiscale de l'État. Donc, bien entendu, si l'initiative monnaie pleine arrive à se mettre en place, il n'y a plus aucun risque systémique. Il n'y a plus aucun risque que les citoyens perdent leurs économies. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ça veut dire que, au lieu que vos dépôts, ce que vous croyez être vos dépôts, soient en réalité un bon pour de la monnaie centrale dans une société privée, eh bien, vos dépôts seront de véritables dépôts garantis sur un compte de la Banque centrale. Et ça change tout. C'est comme si tout le monde avait des billets de banque. Et donc le bank run, c'est-à-dire le fait que les gens se précipitent au guichet d'une banque, devient impossible, puisque les gens ont déjà de la monnaie centrale, de la monnaie garantie par l'État à 100%. Donc voilà, j'espère que vous comprenez bien les enjeux de tout ça. Bon, évidemment, on reste dans un système de monnaie centralisée, on reste dans un système de monnaie bien, de monnaie sous forme presque de marchandises, de monnaie sous forme de chiffres positifs. On n'est pas du tout dans un système où chacun peut créer son propre crédit, où chacun peut avoir son revenu de base, sa part de financement participatif, non. Mais par rapport au système que nous connaissons actuellement, ce serait un progrès, déjà un pas en avant énorme, que les gens comprennent qu'on peut garantir le moyen d'échange, le moyen de comptabilité mutuelle commun. Déjà ça, ce serait un progrès énorme. Donc nous avons Rocco Galati au Canada, Positive Money en Angleterre, nous avons
la réforme monétaire en Islande et nous avons la monnaie pleine en Suisse. Ça fait 4 pays et nous avons la proposition globale et mondiale du QE for the people qui peut fonctionner aux États-Unis ou en Europe, avec la Banque Centrale Européenne ou avec la Fed aux États-Unis. Donc c'est vraiment une pression très puissante, très calme et très tranquille qui est en train de monter dans tous les pays en même temps. Donc réfléchissons, nous, ensemble, en France, à monter un mouvement de ce genre. Je vous propose mouvement français pour une réforme monétaire ou mouvement pour une révolution monétaire, enfin peu importe. Mais la vague est là. La vague est là, les amis, et donc c'est le moment de la surfer et c'est le moment de, bien sûr, de partager toutes ces informations-là. Voilà, donc c'était un petit point d'actualité. Et alors pour la France, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, pour la France, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les moyens qu'on a, ils sont très simples. On a l'article 34 de la Constitution qui nous dit, la loi fixe les règles concernant le régime d'émission de la monnaie. Où est la loi qui fixe les règles concernant le régime d'émission de la monnaie bancaire par les banques privées? Il n'y en a pas, il n'y a pas de loi, c'est illégal. Le fait que les banques aient petit à petit acquis le privilège d'émettre la monnaie bancaire, la monnaie de crédit, qui n'est pas une monnaie garantie par l'État, qui n'est pas de l'euro, le fait que les banques privées aient petit à petit acquis ce privilège n'est absolument pas encadré par la loi. Donc, on est dans un fonctionnement complètement aberrant, complètement illégal et complètement extérieur à la Constitution française et à son article 34. Alors déjà, rien qu'avec ça. Bon, deuxième point de divergence, de conflit, de négociation, c'est que l'euro, c'est la monnaie européenne qui est émise exclusivement par la Banque Centrale Européenne. Oui, le franc, ça fait un petit moment qu'il a disparu. Mais l'euro, donc qui est émis par les banques centrales européennes, c'est une chose. Ce sont les euros qui sont garantis par les banques centrales. C'est les billets, les pièces en euros. Mais quand une banque crée pour vous un crédit nouveau, ex nihilo, et vous met des chiffres nouveaux sur votre compte en banque, c'est une promesse d'euros. C'est pas des euros. Si vous vous faites créer 100 000 euros, si 1 million de gens se font créer 100 000 euros et qui vont tous chercher des euros en pièces et en billets, des euros de banque centrale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. C'est un bank run et les banques font faillite. Donc, on est face à un problème, et là, vous allez voir que les Suisses ont attaqué ce problème de front. On est face à un problème de marque. L'euro, comme le franc suisse, c'est une marque. C'est la marque de la monnaie nationale qui est émise par la Banque centrale ou de la monnaie européenne qui est émise par la Banque centrale européenne. Par contre, les chiffres qui sont émis sur les comptes bancaires par le crédit, ce ne sont pas des euros de Banque centrale. C'est la promesse de vous livrer des euros de Banque centrale ou des francs suisses de Banque centrale si vous les réclamez. Mais en attendant, vous avez juste un bon pour des euros ou un bon pour des francs suisses. Et donc ça, on peut estimer que c'est un usage frauduleux de la marque euro ou de la marque franc suisse. Ça s'appelle de la contrefaçon. C'est-à-dire qu'on vous vend quelque chose en vous faisant croire que c'est autre chose. La même chose s'applique au niveau des dépôts. Tout le monde croit que quand vous déposez des billets de banque dans une banque, vos dépôts, ils sont là, ils sont à la banque et vous pouvez aller les rechercher quand vous voulez. Non, pas du tout. Quand vous déposez un billet de 50 euros à la banque rajoute 50 euros sur votre compte et le billet, il existe toujours. Il y a double masse monétaire d'un seul coup. Il y a 2 fois 50 euros. Il y a 50 euros en billets qui circulent toujours, que la banque peut utiliser comme bon lui semble, et il y a 50 euros de plus qui circulent sur votre compte bancaire, qui ne sont que des promesses d'euros de banque centrale. Et donc, si la banque fait faillite, vos euros de votre compte bancaire, ils s'évaporent. Mais par contre, les 50 euros, le billet, il existe toujours. Alors, on a un problème on pourrait presque aller jusqu'à dire d'abus de confiance, quand un banquier vous dit « vous déposez des billets à mon guichet et je vous donne en échange des chiffres sur votre compte bancaire ». C'est plus un dépôt.
ce sont des euros ou des francs suisses que vous prêtez à votre banque. Et votre banque peut en faire ce qu'elle veut. Et en échange, elle vous donne des jetons. Un petit peu comme dans un casino. Exactement comme dans un casino. Quand vous allez chercher des jetons au guichet d'un casino, bah vous donnez votre billet de 50 euros au guichet du casino et en échange, vous recevez quelques rondelles. C'est exactement la même chose quand vous allez déposer un billet de 50 euros à la banque. Vous recevez quelques rondelles ou quelques chiffres sur un tableur ou sur une feuille de papier. Donc il y a un petit problème aussi à ce niveau-là. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est en train de monter à la conscience collective, c'est en train de faire de la pression et de faire des actions. Angleterre, Canada, Islande et Suisse. À quand la France? À bientôt, ciao.